Nous venons tous de lignées ancestrales et chamaniques, d'anciens sages qui nous ont transmis leur mémoire et que nous avons nous-mêmes incarnés. Le moment est venu de reconnecter avec notre nature, d'allier profondeur, simplicité et sagesse ancestrale. Bienvenue dans la voie des chamans. Je suis Mélodie Sachs, formatrice en pratique chamanique, énergétique et médiumnité. Je partage avec toi mes plus de 30 ans d'expérience pour t'aider à développer tes capacités psychiques, libérer tes mémoires et plonger au cœur des pratiques chamaniques. Je t'accompagne à allier ta magie à celle des anciens et de la nature pour connecter avec les mondes subtils et les êtres lumineux qui les peuplent. Je t'invite à un voyage pour honorer nos traditions tout en les adaptant à l'énergie de notre époque, nos besoins actuels et ton unicité. Quand on parle des pratiques chamaniques, la plupart des gens pensent à une roue de médecine, un rituel avec un tambour et le fait d'être en forêt. Certains vont penser que cela représente de prendre de l'ayahuasca ou une autre plante sacrée. Et d'autres encore vont penser aux transes et cérémonies en costume traditionnel de Sibérie ou Mongolie. C'est extrêmement réducteur, et cela ne représente pas les pratiques chamaniques. Comme nous en avons déjà parlé dans l'épisode 2, qu'est-ce que le chamanisme ? Ces pratiques auxquelles pensent la plupart des gens sont des héritages culturels, et seulement une façon de faire les choses. Les pratiques chamaniques sont ce qui est sous cet héritage culturel. L'essence, le travail énergétique qui mène à un objectif donné, peu importe la couleur, la matérialisation, la symbolique qu'on met ensuite autour ou pas. Et les pratiques chamaniques ne se font généralement pas en forêt. Leur utilité est dans le quotidien, donc elles se font la plupart du temps à la maison. Et comme je te l'ai dit dans l'épisode 2, qu'est-ce que le chamanisme ? Tu peux pratiquer en pyjama sur ton canapé. En forêt, tu peux aller ressentir les énergies, honorer les élémentaux et les esprits de la nature, ressentir les bénéfices de la connexion avec la nature. Mais ce n'est pas ce qu'on nomme généralement des pratiques chamaniques. Parce que pour les anciens, aller en nature connecter avec les esprits, c'était simplement la vie normale. Pas une pratique spécifique, c'était le quotidien. On pourrait débattre longtemps sur le vocabulaire et la terminologie, parce que l'on pourrait dire que tout est pratique chamanique. Respirer, communiquer avec les guides, faire n'importe quel son énergétique, faire une offrande, écouter n'importe quel élan de notre âme, à la base, tout est chamanique dans une certaine vision des choses, puisque tout vient de là. Tout vient des apprentissages de nos ancêtres, du fonctionnement des énergies. Mais pour clarifier, pour s'y retrouver et se comprendre, on fait souvent la différence entre les pratiques de la vie courante et les pratiques de travail sur les énergies d'une personne qui ont un objectif de soin ou d'amélioration du bien-être. Il y a des pratiques spécifiques à certains peuples, mais les pratiques principales de soins les plus utilisées, efficaces et approfondies sont utilisées par tous les peuples, de façon légèrement différente, mais à la base, l'objectif et le fonctionnement sont les mêmes. Ce sont ces pratiques que la plupart des chamans et praticiens chamaniques appellent pratiques chamaniques. Je ne parlerai pas ici des pratiques cérémonielles avec des plantes sacrées, natives d'une région spécifique. Je ne parlerai pas non plus de roues de médecine, de huttes de sudation, de quêtes de vision, danse du soleil et autres cérémonies des Premières Nations d'Amérique du Nord. Ou de pratiques mayas, ni de haka des Maoris. Et je ne parlerai pas de superstitions, croyances et de millions de rituels spécifiques à chaque culture. Ce sont des traditions qui témoignent de l'histoire et de la richesse d'un peuple spécifique, transmises depuis des époques très différentes, avec une nécessité de créer un cadre, une matérialisation des énergies et des intentions, de rentrer dans certaines croyances. Elles sont souvent puissantes, mais ce sont surtout des héritages culturels chers au cœur des personnes qui ont grandi dans ces cultures. Pas la seule façon de faire les choses. Certaines sont également beaucoup trop complexes pour être utilisées dans le quotidien, demandant trop d'organisation et d'outils, et plus compliquées que nécessaire pour avoir des résultats. Je ne les rentre donc pas dans les pratiques chamaniques universelles. Ces pratiques feront peut-être l'objet d'autres épisodes, car je pense qu'il est plus respectueux de les nommer à part, en étudiant chaque culture donnée, dans un objectif de compréhension approfondie, de partage, et pas de pillage. Je vais me concentrer ici sur les pratiques que l'on retrouve partout, sous divers noms, mais avec un même objectif de soin et qui font partie des pratiques les plus importantes et transformatrices, que tout le monde peut utiliser. Pour faire une pratique chamanique, on va partir en voyage chamanique. Le voyage chamanique est le fait de se déplacer sur d'autres plans de conscience. Dans les pratiques chamaniques, on ne travaille pas sur le plan physique. Qu'on soit à côté de la personne ou à des milliers de kilomètres ne fait aucune différence,
puisque même si on est à côté, on ne travaille pas sur le plan physique de toute façon. On travaille sur le plan subtil, qui est accessible de la même façon, peu importe où l'on est. Ce qui fait qu'un soin à distance est aussi, voire parfois plus efficace qu'en présentiel, car le praticien peut mieux se concentrer. Le présentiel sert surtout de réconfort et rassure le mental de la personne. Le voyage chamanique en lui-même n'est pas forcément considéré comme une pratique spécifique. C'est un outil, un moyen, une porte d'entrée, qui peut mener vers tout un tas d'explorations différentes sur divers plans de conscience et en contact avec de nombreux esprits. Et il ne se fait pas forcément avec un tambour ni avec une plante. Et ce n'est absolument pas nécessaire de faire des transes impressionnantes. La transe profonde et l'utilisation de plantes mènent souvent à des voyages dans lesquels on ne maîtrise pas grand-chose. Et le tambour peut rendre la concentration plus difficile. Cela peut être plus compliqué de maintenir un objectif et de faire ce qu'on a l'intention de faire. Ces pratiques peuvent être quasi chirurgicales et c'est nécessaire de pouvoir se concentrer et de savoir exactement ce qu'on fait. Contrairement à certaines croyances, tu n'as besoin de rien pour communiquer avec les guides, les esprits et divers alliés. Seulement de savoir te connecter, de te mettre dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience, ou état élargi de conscience, ce qui représente plus la réalité. Une fois que tu sais faire ça consciemment, ce qui est extrêmement simple et pas du tout exotique, tu peux le faire à la demande, en quelques secondes, en visualisant tranquillement sur ton canapé. Ce qui est le plus simple est quasiment toujours le plus efficace. Le voyage chamanique peut se faire de millions de façons différentes et être utilisé pour n'importe quelle pratique de connexion. On peut aller sur d'autres plans pour recevoir des messages de tout un tas d'esprits lumineux, les élémentaux, les ancêtres, explorer tout un tas de mondes, c'est absolument infini. Mais on distingue souvent 4 types de pratiques chamaniques de soins approfondies et universelles. La plus légère est la récupération d'énergie. C'est un voyage chamanique léger, on reste sur un plan relativement proche et on va réintégrer l'énergie qui a été perdue. C'est une pratique que l'on peut faire au quotidien, car on perd régulièrement de l'énergie dans diverses interactions, préoccupations. Lorsque l'on pense à quelque chose, on lui donne de l'énergie. Et si on garde quelque chose en tête, si on a des regrets ou si on alimente une pensée, on nourrit cette pensée et on perd de l'énergie. De la même façon, quand on passe du temps avec une personne, on peut lui donner de l'énergie sans le vouloir. C'est donc important de récupérer son énergie régulièrement, sinon on peut vite se sentir vidé, ce qui est une indication qu'il est plus que temps de faire une récupération d'énergie. On va partir en voyage chamanique sur les plans subtils, après avoir mis les protections nécessaires, fait un nettoyage de base, un ancrage, une connexion, pour s'assurer d'aller là où on veut et de ne pas avoir de parasitage. Et on va aller réintégrer ces énergies. Tu peux allumer une bougie, dire une prière, utiliser des cristaux, faire certains gestes, porter des vêtements spécifiques. Tu peux faire ce qui t'aide et ce qui te donne de la joie. Au début, ça peut permettre d'ancrer les intentions, d'amplifier les énergies, de matérialiser un cadre, même si ce n'est pas nécessaire. Tu peux simplement prendre un moment pour visualiser, sans rien d'autre. Personnellement, je fais la plupart de mes pratiques chamaniques en pantalon de yoga, assise sur une chaise ou allongée sur mon lit, sans plus de cérémonie et sans outils. Ce qui est puissant et transformateur dans une pratique chamanique, c'est ton intention, ton énergie et ta capacité à recevoir la guidance à travers tes capacités psychiques. Principalement, clairvoyance, clairaudience, clairsentience et claircognition. C'est ce qui est le plus important à développer et maîtriser. Et que aucun outil ou tambour ne peut remplacer. C'est ce qui te permet de te déplacer sur d'autres plans de conscience, d'écouter tes guides et de diriger l'énergie pour faire ce qu'il y a à faire. On a parlé de la récupération d'énergie qui intervient après une perte d'énergie, qui est souvent quelque chose de quotidien ou très régulier. Il y a ensuite la récupération de pouvoir, qui intervient après une perte de pouvoir. C'est ce qui se passe quand tu laisses quelqu'un avoir de l'autorité sur toi, que tu donnes ton pouvoir personnel à une autre personne, une institution, une organisation, quand tu ressens de l'impuissance, que tu as l'impression de ne pas avoir le choix. Il y a de nombreuses situations dans lesquelles une perte de pouvoir se produit. Si tu ressens de l'impuissance, si tu as l'impression que ce n'est pas toi qui maîtrises les choses, si tu te sens victime, si tu ne sais pas quoi faire pour reprendre les rênes de ta vie, c'est souvent le moment de faire une récupération de pouvoir. La récupération de pouvoir va plus loin et plus en profondeur que la récupération d'énergie. On va aller récupérer une part plus importante et plus constitutive de qui tu es. Ce n'est pas simplement une couche d'énergie qui te permet d'avoir de la vitalité. C'est une couche d'énergie qui touche à ton essence, à une partie de qui tu es, à ta capacité à être toi-même dans ta puissance.
On va partir en voyage chamanique de la même façon, mais l'intention et la visualisation ne seront pas les mêmes. On va souvent faire appel à un animal de pouvoir pour aider dans cette pratique, un esprit qui est lié à qui tu es, à ta puissance personnelle. Il fait partie de toi et il va t'enseigner, te guider, te protéger. C'est une pratique qu'on va faire moins souvent qu'une récupération d'énergie, mais quand même régulièrement, surtout quand on a du mal à dire non et à s'affirmer ou quand on a vécu des situations compliquées avec une personne ou une organisation qu'on perçoit comme une autorité. Et ensuite, on a la récupération de fragments d'âme, qui est une des pratiques les plus puissantes, profondes et transformatrices. Elle est souvent mal comprise et récupérée pour des objectifs marketing, parce que le nom est sexy et mystérieux, du coup, ça vend bien. Mais de toutes les personnes qui disent faire des récupérations de fragments d'âme, en réalité très peu savent réellement de quoi il s'agit et savent encore moins le faire. Petit aparté, je ne te parlerai pas de recouvrement d'âme, parce que ce mot ne résonne pas pour moi. Et comme une de mes étudiantes a souligné un jour, ça fait un peu recouvrement de dette. Le mot recouvrement est une traduction qui date seulement de 2011 et de la modification de la traduction originale du livre de Michael Harner de 1980, qui a ensuite été copié-collé partout. Originellement, on parlait de retrouver, restaurer, récupérer, jamais de recouvrer, qui est un terme plus abstrait et fait un peu perdre la dynamique originelle. Le terme vient de l'anglais soul retrieval, traduit normalement par récupération d'âme. Soul signifie âme et retrieval, récupération. To retrieve veut dire récupérer. On récupère quelque chose qu'on avait perdu, mais c'est quelque chose de concret, suite à des actions spécifiques. Ce terme est lui-même déjà une traduction hasardeuse de différentes langues. Dans de nombreuses cultures, quand quelqu'un tombe malade ou vit des difficultés, on considère qu'il a perdu un ou plusieurs éléments qui le constituent, ce qu'on a traduit par une ou plusieurs âmes ou parties d'âme. En réalité, on peut voir un parallèle avec ce que l'on appelle les corps subtils dans certaines traditions. Le mot soul en anglais, âme en français, est utilisé à défaut de mieux, parce que nous n'avons pas de mot qui traduit cette notion venant d'autres langues, parfois anciennes et fonctionnant de façon complètement différente de nos langues latines. On a ajouté la notion de fragment d'âme pour transmettre cette idée de morceau de soi-même, et que cela puisse faire du sens dans la vision occidentale où on considère que l'on a une seule âme. C'est une traduction faute de mieux. En réalité, une perte d'âme ou perte de fragment d'âme est une perte d'une partie importante d'énergie profonde, d'une énergie qui nous constitue, qui contribue à notre essence. On peut utiliser le mot corps, le mot énergie, mais en réalité, ce n'est pas notre âme. L'âme est intouchable, inaltérable, elle n'est jamais blessée et encore moins fragmentée. Si tu entends quelqu'un te dire que ton âme est fragmentée ou que cela vient d'une mort dans une autre vie où ton corps a été mis en morceaux, c'est du gros n'importe quoi. Et cette personne ne sait absolument pas de quoi elle parle. Le mot âme est incorrect et le mot fragment est incorrect. Encore une fois, c'est une traduction hasardeuse d'une notion pour laquelle nous n'avons pas les mots. Et c'est nécessaire de s'intéresser au concept plutôt qu'au vocabulaire. Comme beaucoup de choses en chamanisme. La plupart des gens ne font que du copier-coller sans rien comprendre et ensuite ajoutent des inventions pures et simples. Ce qu'il se passe réellement dans une perte d'âme ou perte de fragment d'âme, c'est qu'une partie de tes énergies très profondes, pour lesquelles encore une fois nous n'avons pas de mots mais pas ton âme, est restée coincée dans un point de l'espace et du temps suite à un choc, le plus souvent émotionnel. Lorsqu'il y a une perte de fragment d'âme, c'est qu'il y a eu un moment traumatique qu'une partie de toi n'était pas en mesure de gérer sur ce moment. Et une partie de tes énergies est restée figée dans cette situation, dans cet espace-temps, pour que le reste de ton énergie puisse continuer d'avancer et de fonctionner. Ce qui peut arriver dans de très nombreuses situations, dont certaines peuvent paraître anodines, mais qui ont été difficiles à gérer pour toi, en raison de l'âge auquel c'est arrivé, des personnes concernées, d'une certaine sensibilité, de besoins non comblés. Ma mentor disait que c'était comme un marque-page, et je trouve que c'est une très bonne image. Cette partie de tes énergies reste dans cet espace pour te rappeler d'y revenir quand tu auras les ressources intérieures pour le gérer. Et comme cette énergie est coincée dans ce moment, dans cette situation, tu vas attirer des répétitions ou être très sensible à certaines choses. C'est le marque-page qui se rappelle à toi pour que tu vois si c'est le moment d'aller soulever le couvercle et gérer cette situation. Quand tu as l'impression qu'il te manque une partie de toi-même, quand tu ne te reconnais plus, que tu ne sais plus qui tu es, que tu vis des répétitions désagréables sans réussir à en sortir, quand tu as des réactions et émotions disproportionnées par rapport à la situation actuelle, quand tu as l'impression qu'il te manque une clé, que tu n'arrives pas à dépasser quelque chose, c'est souvent le moment de faire une récupération de fragments d'âme.
C'est une pratique simple mais extrêmement puissante. Et c'est important d'avoir 24 à 48 heures tranquilles ensuite, sans rendez-vous, sans obligation, pour pouvoir gérer les éventuelles manifestations physiques et émotionnelles. Tu peux avoir besoin de dormir, être extrêmement sensible, avoir des crises de larmes. C'est important de pouvoir gérer ce que tu as à gérer. C'est pourquoi ce n'est pas une pratique qu'on fait au quotidien. Celles qui vont toucher aux problématiques les plus importantes peuvent te donner des émotions puissantes jusqu'à 2 semaines et travailler ensuite subtilement pendant 6 mois. Généralement, au début, on conseille d'en faire une tous les 4 à 6 mois. Et une fois que tu en auras fait un certain nombre, tu sentiras que tu peux en faire plus souvent. Aujourd'hui, ça peut m'arriver d'en faire 2 ou 3 sur le même mois quand je veux faire un gros travail en mode bulldozer. Mais je ne le recommande pas au début. Et j'ai commencé, moi aussi, par une tous les 4 à 6 mois. La récupération de fragments d'âme est souvent considérée comme une chirurgie énergétique, parce qu'elle touche à ton essence, elle bouge un volume important et profond de tes énergies. Et donc, il faut avoir le temps de s'en remettre juste derrière. Tes énergies profondes sont très liées à ton corps, donc la plupart du temps, tu vas avoir des manifestations physiques de cette modification d'énergie. Ton corps va avoir besoin d'intégrer ce changement, d'où le besoin de dormir. Tu vas aussi souvent être déshydraté, car tes émotions et tes énergies sont liées à l'eau de ton corps. C'est la pratique la plus puissante et transformatrice que j'ai testée et ma pratique préférée. Celle vers laquelle je me tourne dès que quelque chose me challenge. C'est celle qui a le plus changé ma vie et qui continue de l'améliorer à chaque fois que je l'utilise. On ne se rend pas compte des très nombreuses parts de notre énergie que nous avons perdues et que nous continuons de perdre au quotidien. C'est normal et c'est la vie. Et les anciens le savaient, et ils utilisaient ces pratiques pour les réintégrer. C'est un entretien, c'est comme prendre une douche ou faire le ménage. Mais nous avons été déconnectés de ces pratiques, de cet entretien régulier et nécessaire de nos énergies. Et on a pas mal de retard à rattraper. On me demande souvent combien de récupération d'énergie, de pouvoir et de fragments d'âme il faut faire. Je ne sais pas, combien de douches faut-il prendre, combien de fois faut-il faire le ménage. Ce sont des pratiques de toute une vie, c'est un art de vivre, et on n'a jamais réellement fini. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus on utilise ces pratiques, plus elles deviennent faciles, plus on évacue ce qui est lourd, plus on apprend à se connaître. Ce qui est au début parfois une recherche désespérée d'une solution à un problème, devient une joie d'explorer nos énergies, un moyen de connecter avec soi-même et d'accéder à toujours plus de paix, d'amour et de lumière. Il y a aussi une 4e pratique très répandue, dont le nom est aussi un peu hasardeux et qui peut parfois donner une fausse image. C'est le démembrement-remembrement. Dans cette pratique, on va souvent voir l'animal de pouvoir qui va venir arracher ou dévorer des parties de soi pour ensuite les remettre, les lécher et les cicatriser. C'est une transformation intérieure profonde à l'aide des esprits, pour libérer tout ce qui est à libérer, nettoyer en profondeur, reparamétrer, réintégrer. Cela peut venir travailler sur les croyances, sur les conséquences des mémoires de cette vie, d'autres vies, du transgénérationnel. Généralement, ça va agir sur des énergies relativement proches de la dimension physique. Encore une fois, un rituel peut être ajouté si on en ressent l'envie, mais ce n'est pas une obligation, et un démembrement-remembrement en visualisation est tout aussi puissant. Et ce n'est pas non plus un simple travail psychologique de lâcher prise. Il y a une action profonde au niveau énergétique. Il y a tout un tas d'autres pratiques qui peuvent être faites en voyage chamanique, des milliers de visualisations différentes qui peuvent partir de ces 4 pratiques principales ou venir les enrichir, et dans lesquelles les guides vont nous orienter selon les besoins et objectifs. C'est un processus extrêmement créatif où chacun va aussi pouvoir utiliser les images qui lui parlent et découvrir des choses inédites vers lesquelles ces guides vont le mener. Le passage d'âme peut aussi faire partie des pratiques chamaniques, comme le nettoyage énergétique ou le travail sur les mémoires, sur les vies antérieures ou parallèles, la connexion aux annales akashiques. Toutes ces pratiques étaient utilisées partout sur la planète. Je préfère souvent en parler séparément car chacune est un monde à elle seule et beaucoup de gens utilisent ces termes pour un travail de surface qui souvent n'est pas chamanique parce qu'il n'est pas approfondi et se limite à un protocole mental ou à jouer avec un pendule. Par contre, s'il y a une visualisation et un voyage sur les autres plans, avec des actions posées sur un autre plan, on est dans une pratique chamanique. Donc sache que le passage d'âme, le nettoyage énergétique de personnes et de lieux, la connexion aux autres vies, les pratiques sur le transgénérationnel, sont des pratiques chamaniques à la base, qui sont primordiales et que j'enseigne tout autant dans mon programme Illumination. Les pratiques de récupération d'énergie, de pouvoir, de fragments d'âme et de démembrement-remembrement sont souvent celles que l'on nomme le plus pratiques chamaniques, car elles sont des pratiques qui impliquent une sorte de soin, et qu'elles n'ont pas été récupérées pour rentrer dans un autre cadre. Mais tout ce qui implique un déplacement sur d'autres plans de conscience est une pratique chamanique.
Par contre, si quelqu'un se contente de taper sur un tambour et d'envoyer des énergies de lumière ou de guider dans une visualisation de 10 minutes sur l'enfant intérieur, ce n'est pas une pratique ni un soin chamanique, c'est du réconfort. Une pratique chamanique implique de savoir mettre des protections, faire un ancrage, un nettoyage et une connexion, se déplacer sur d'autres plans de conscience, de pouvoir dire ce qu'on y a fait exactement, d'avoir été en contact avec des guides, des esprits, d'avoir agi concrètement au niveau des énergies ou d'avoir vu l'animal de pouvoir faire ce travail. Et normalement, d'être capable de le faire sans tambour et sans aucun autre outil ou instrument. Après du réconfort, tu vas te sentir mieux, comme après un câlin. Après une pratique chamanique, tu vas souvent avoir des émotions et parfois avoir l'impression d'être passé à la machine à laver, ou qu'un camion t'a roulé dessus. Elles ne sont clairement pas paillettes et papillons, tu vas souvent passer 15 à 45 minutes pas forcément faciles à faire face à tes émotions, à tes mémoires, à te faire face à toi-même en réalité. Et c'est seulement quelques heures à quelques jours plus tard que tu vas te sentir mieux, plus libre, plus complet ou complète, plus à ta place. J'espère que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre ce que sont réellement les pratiques chamaniques et t'aura donné envie de les découvrir par toi-même. Je t'offre un voyage chamanique dans le monde des animaux de pouvoir, auquel tu peux avoir accès sur la page d'accueil de mon site internet, melodysax.com. Tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode. C'est un voyage chamanique simple, joyeux, totalement sécurisé et accessible à tous, que je t'invite à tester pour vivre cette magie, comprendre par toi-même ce que cela représente et te faire ta propre idée, au-delà des préjugés et idées reçues. Et si tu as envie d'aller plus loin, ce sera une joie pour moi de t'accueillir dans mon programme Illumination. Si tu veux apprendre les pratiques chamaniques, je t'enseigne et je te guide pour te faire des récupérations d'énergie, récupération de pouvoir, récupération de fragments d'âme, démembrement, remembrement et tout un tas de différents voyages chamaniques et autres pratiques. Tu sauras les faire de différentes façons pour trouver la tienne et aussi les faire pour tes proches ou clients si tu le souhaites. Ce sont des ressources inestimables pour tout le reste de ta vie. Depuis 2017, dans mon programme Illumination, je guide mes étudiants en direct dans une pratique différente tous les mois. On peut travailler sur les lignées maternelles, les lignées paternelles, aller aider la terre et les élémentaux, demander des conseils à différents guides, esprits et alliés, explorer les autres vies et différents royaumes, libérer et transmuter tout un tas de choses dans les énergies de tout un tas de façons différentes. C'est absolument infini et une nouvelle découverte à chaque fois. Tu pourras pratiquer avec moi, me poser toutes tes questions, découvrir d'autres pratiques et aller toujours plus loin. Je te souhaite un bon voyage et je te dis à très vite dans le prochain épisode où je te parlerai des différents mondes sur lesquels on se déplace en voyage chamanique. Merci de ton écoute. Accède à tes ressources spirituelles gratuites, e-book, méditation guidée, voyage chamanique sur melodysax.com et retrouve le résumé, les liens et ressources de cet épisode dans la description ou sur melodysax.com/podcast. Abonne-toi, laisse-moi un commentaire, des étoiles et partage cet épisode avec tes amis et sur les réseaux sociaux. Si tu souhaites aller plus loin, ce serait une joie de t'accueillir dans mon programme Illumination où je te transmets mes plus de 30 ans d'expérience. Plus de 9 formations en une où tu apprendras les pratiques les plus transformatrices en spiritualité, chamanisme, énergétique, médiumnité, libération des mémoires. Je t'apprendrai aussi à les adapter à ta personnalité et tes énergies pour déployer ta propre magie. Rejoins-moi sur melodysax.com/illumination. À très vite.